D'habitude, quand on entend des voix venant de Moscou, on parle de Poutine, Medvedev, Peskov et d'autres comme Soloviev. Ils affirment que la Russie est sur le point d'anéantir les derniers vestiges de la résistance ukrainienne. Et que, même si ce n'est pas pour tout de suite, notre puissance finira quand même par balayer leurs faiblesses. Est-ce vraiment le cas ? La Russie est-elle vraiment si puissante, ou bien l'Ukraine est-elle vraiment si faible ? Commençons par les faits. En Russie, selon leur dire, il y a 140 millions d'habitants. Même si ce n'est pas 140, mais 120 millions, ils mentent, mais cela reste quand même beaucoup, cela compte. Disons-le ainsi. C'est 3 fois plus que les 45 millions d'Ukrainiens, et maintenant il semble qu'il y en ait 10, voire 12 millions de moins, parce que beaucoup de gens sont partis. La Russie se prépare à des conflits armés depuis les années 2000, tandis que l'Ukraine, a ruiné ses entreprises militaires et ne s'est pas vraiment soucié de l'état de son armée. Même après la Crimée, même après avoir appris en 2021 que la Russie se préparait à attaquer de nouveau, la Russie reçoit des milliards grâce au commerce des ressources énergétiques, y compris de la part de pays qui affirment soutenir l'Ukraine. Mais ils ne veulent pas payer plus cher pour l'essence et le gaz afin d'aider l'Ukraine. Tout indique que la Russie aurait dû facilement briser la résistance d'un pays voisin mal armé, pas très riche et avec une population nettement inférieure. Mais ils n'y sont pas parvenus, c'est déjà un truisme. Mais la ténacité des Ukrainiens, les armes que Trump 45 a fournies à l'Ukraine, et d'une certaine manière, le chaos, dans l'armée russe, l'offensive a été stoppée. La Russie et l'Ukraine ont commencé à négocier un cessez-le-feu au moment où la Russie était sous le choc d'une paix à long terme. Mais Boris Johnson, au nom de l'Union européenne et de Biden, a transmis à Zelensky l'interdiction de mettre fin à la guerre, et c'est ainsi qu'a commencé cette campagne exténuante et meurtrière de 3 ans, qui, selon moi, a détruit 1/3 de l'Ukraine et tué plus d'1 million de personnes. Des deux côtés, que se passe-t-il à l'intérieur de la Russie ? Est-ce que tout le monde est vraiment enthousiasmé par la défense de la population russophone contre des fascistes mythiques ? Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a récemment déclaré « Les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité », a déclaré le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, le 28 septembre. Beaucoup de gens meurent et ils n'ont pas grand-chose pour cela. a montré. Le savent-ils en Russie ? Le comprennent-ils ? Ou sont-ils encore euphoriques ? Voici ce qu'écrit une blogueuse pro-russe, ancienne juge à Kiev. Elle a déménagé à Moscou, y a étudié, puis est partie à Kiev. Ensuite, en 2021, il me semble, elle a déménagé à Moscou et a soutenu l'invasion de l'Ukraine. Bon, voilà ce qu'elle écrit en vivant à Moscou. Maintenant, le gouvernement russe affirme qu'au moins 50 000 personnes mobilisées sont actuellement en Ukraine. Une longue liste de plaintes apparaît, absence de leadership de la part des officiers intermédiaires, tactique entraînant de lourdes pertes, manque de formation. Les paiements promis n'ont pas été reçus. Cela a été repris par Cable News Network et inclus dans leur reportage sur la guerre. Ceux qui n'expriment pas cette colère en première ligne, les épouses Emperor et Beko et mères de soldats mobilisés, restés à l'arrière, l'ont aussi exprimé. D'ici fin 2023, Chatham House affirme que ses proches représentent une menace croissante pour Poutine en organisant manifestations, pétitions et appels. Ce sont de gros soucis pour Poutine. Ces manifestations exprimèrent une colère intérieure, cristallisée après qu'un appelant, sur NTV, a affirmé que la Russie ment à son peuple. En Russie, on entend déjà des voix dire que Poutine ment. Il semble... Pour cela, on a emprisonné et on continue, mais ces mots résonnent de plus en plus. Rappelez-vous, cela doit Être une occupation rapide et facile. La Russie n'aurait pas dû payer si cher, au point de devoir mobiliser 2 fois ses troupes et miser sur de hauts salaires pour recruter des contractuels. À la fin, Poutine n'aura plus de troupes. Cela le forcera soit à abandonner ses ambitions en Ukraine, soit à prendre une décision qui pourrait retourner la population mécontente contre lui. Dans tous les cas, la Russie perd, et Poutine le sait. Mais laissez-nous. Regardons comment la guerre se déroule et ce qui s'est réellement passé. Seulement les États-Unis disent que la Russie a déjà perdu la guerre, mais les Russes eux-mêmes. Dans un énorme coup pour Poutine, les Russes vont admettre que la guerre en Ukraine est déjà perdue.
Poutine n'aurait pas dû vivre cela. Lorsque ses troupes sont entrées pour la première fois en Ukraine en février 2022, il s'attendait à ce que toute résistance ukrainienne soit rapidement écrasée. La Russie aurait pu subir des pertes, mais les chars seraient entrés dans Kiev et l'Ukraine aurait dû capituler. Comme lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le problème a commencé avec la forte résistance de l'Ukraine. Les forces russes non préparées ont été repoussées. Après avoir perdu beaucoup de gains initiaux de l'opération militaire spéciale, l'aide militaire occidentale est arrivée. L'Ukraine a transformé la guerre moderne par l'usage des drones. Et nous voici, approchant des 4 ans depuis que Poutine a lancé son invasion. 3 ans et demi, 3 millions de morts. Et pourquoi? Écoutons ici même la même Montian. L'une de ces voix est celle de Tatiana Montian. Contrairement à ceux qui, en Russie, s'opposent régulièrement à Poutine, Montian est une propagandiste pro-Kremlin, souligne le Kyiv Independent. Suivre la ligne du parti est son activité principale. Cela signifie que ces dernières années, elle répétait tout ce que Poutine voulait qu'elle dise, afin de convaincre le peuple russe que la guerre de Poutine se passe mieux qu'il n'y paraît. Il semble que ce ne soit plus le cas. Montian a déclaré lors d'une interview le 22 septembre que la situation était si grave qu'elle devrait bientôt agir de façon radicale. Une deuxième vague de mobilisation approche tandis qu'en septembre, l'offensive a nettement ralenti. Montian a déclaré que l'armée russe en Ukraine avait peut-être utilisé ses dernières réserves. Montian n'est pas un commentateur occidental soupçonnable de partialité. C'est l'une des leurs. Elle dévoile maintenant des informations sur les ressources humaines et les conquêtes territoriales de la Russie, contredisant la version officielle du Kremlin. Et elle n'est pas la seule. Juste un jour avant l'interview de Montian, Dmitri Rogozine a fait une déclaration similaire. Rogozine est aussi du camp pro-Kremlin. Sa nomination par Poutine comme sénateur russe pour les zones occupées de Zaporijia montre son importance. Rogozine est un sénateur nommé par Poutine. Il ne devrait pas contredire son patron. La voix de Rogozine dit que la Russie est en train de perdre. Dans une interview accordée aux médias russes Blocknote, on a posé à Rogozine une question directe. Pourquoi la Russie n'a-t-elle toujours pas réussi à vaincre l'Ukraine ? Il a donné une sorte de justification en déclarant « Dans notre pays, nous n'avons que 2 alliés, l'armée et la flotte, les 2 alliés de la Russie. » Actuellement, la flotte est moins impliquée pour des raisons évidentes. Et de l'autre côté, il y a de nombreux pays de haute technologie qui ont pris le parti du régime putschiste de Kiev. On dirait que Rogozine joue la victime pour la Russie. Lire entre les lignes révèle la vraie histoire. Rogozine affirme que les sanctions occidentales pèsent sur la Russie. Cela se ressent déjà sur le champ de bataille. La Russie, autrefois considérée comme l'une des plus grandes puissances militaires du monde, ne dispose pas de tout ce dont elle a besoin pour réaliser des avancées territoriales significatives. Rogozine affirme que les drones ukrainiens posent de problèmes et que l'Ukraine en possède 10 fois plus que la Russie. La Russie ne peut rien faire car les fabricants de drones ukrainiens opèrent clandestinement et restent hors de sa portée. La progression échouée est difficile, nos troupes subissent donc de lourdes pertes à chaque avancée, ajoute Rogozine. Ce prix colossal relie les commentaires de Rogozine et Montian. Ces 2 commentateurs pro-Kremlin soulignent que les Ukrainiens, car ils paient un prix trop élevé en sang russe pour de minuscules avancées à l'intérieur de l'Ukraine. Argent. Il y en a assez en Russie. La chair à canon est une monnaie d'échange. Personne ne se soucie ni n'a besoin de gens avec leur propre destin. D'ailleurs, leur amour, leurs enfants, leurs affaires, leurs problèmes. Les gens n'intéressent pas du tout Kremlin. Mais même avec les Chinois et les Coréens recrutés, ils deviennent de moins en moins nombreux. Je crois qu'une mobilisation générale arrive. Comment la population réagira-t-elle? Cela effraie le Kremlin. Les bêtes à sabots, habituées à se taire docilement, pourraient se révolter. Cela s'est déjà produit en Russie. Eh bien, souvenez-vous, Senka, Razine, Pougatchev, Makhno. Pavel Gabarev, ancien représentant pro-russe et gouverneur populaire à Donetsk, a partagé ses réflexions sur Telegram à propos de ce qu'a dit Rogozine. Il en a tiré une conclusion logique, les pertes de la Russie sont si importantes parce qu'elle est en offensive alors que l'Ukraine est en défense. Les militaires ukrainiens sont tout à fait satisfaits de cette situation, dit-il, surtout maintenant qu'ils ont commencé à frapper les raffineries de leur de pétrole russe. Gabariev a indiqué que 26% des capacités en Russie sont totalement ou partiellement hors service.
Je ne suivais pas. Mais pour moi, c'est sérieux. À cause de ces frappes qui freinent la machine de guerre russe tout autant que les énormes pertes du pays. Ces frappes contre les raffineries de pétrole donnent également à l'Ukraine beaucoup de leviers, car elles frappent le territoire russe. Poutine ne s'attendait pas non plus à cela en lançant son invasion. Ensuite, Gabariev a prononcé des mots que Poutine n'aurait jamais imaginé entendre d'un de ses anciens protégés. La propagande russe induit le public en erreur en affirmant que l'armée ukrainienne est proche de la défaite, alors qu'en réalité nous épuisons l'ennemi et allons bientôt gagner. Cependant, la situation est dans l'impasse et représente en réalité une défaite, a déclaré Gabariev. Encore. Une autre marionnette de Poutine a déclaré que l'absence d'avancée en profondeur en Ukraine signifie une défaite. Mais il semble que Gabariev ne fasse que refléter le sentiment croissant de colère envers Poutine, qui se fait sentir dans toute la Russie. Le Russe moyen réalise que le Kremlin l'a trompé pendant des années, ou face au nombre élevé de morts, ose enfin s'exprimer alors qu'il ne l'aurait pas fait avant. Le Kiev indépendant offre un exemple parfait de ce qui semble être la source des sentiments anti-Poutine qui grandissent à l'intérieur de la Russie. Avant que l'un de ses commentaires, supposément faits par des propagandistes pro-Kremlin, ne prenne vie dans les médias d'État russes, la chaîne de télévision publique russe NTV diffusait en direct une émission politique intitulée « Mesto Vstrechi ». Dans l'épisode du 19 septembre, dans cette émission, un invité disait que les pertes ukrainiennes annoncées par le Kremlin aux Russes sont impossibles. Au début des hostilités, l'armée ukrainienne comptait 800 000 hommes, puis a augmenté de 100 000 à 123 000 personnes par an, a précisé l'invité. Peut-être qu'il y a eu des pertes d'1 million, 700 000, voire jusqu'à 2 millions, parce que dans ce cas, l'armée ukrainienne n'existerait tout simplement plus. C'est un chiffre intéressant. Sur cette base, nous pouvons supposer que le Kremlin dit à son peuple que l'Ukraine a perdu jusqu'à 2 millions de personnes, soit environ 2 fois plus que les pertes de la Russie, selon le ministère des Finances ukrainien. Comme le souligne l'invité, c'est tout simplement impossible. Quand tes propres marionnettes commencent à se gratter la tête et à douter, non seulement à douter, mais aussi à exprimer leurs doutes, c'est très mauvais pour le régime. La situation pour Poutine devient tellement mauvaise que même les médias contrôlés par le Kremlin deviennent tellement inquiets qu'ils sont prêts à diffuser la dissidence. Il n'est pour ça peut-être pas surprenant que tous les commentateurs qui ont commencé à affirmer que la Russie perd la guerre en Ukraine doivent commencer à s'exprimer après cette interview. Le tournant est peut-être déjà passé. Maintenant, Poutine risque d'être emporté par une opinion publique de plus en plus négative. Revenons à ce que Gabariev a dit à propos du fait que la Russie perd la guerre. Peut-être qu'il savait, mais pas exactement comme vous pourriez le penser. Gabariev, comme d'autres, ne dit pas que la Russie a perdu parce que son armée s'effondre face à la défense ukrainienne. C'est une défaite non traditionnelle où un camp ne détruit pas l'autre, due à plusieurs facteurs. Comme mentionné en introduction, l'opération militaire spéciale, prévue pour quelques jours, a duré des années. C'est une défaite, car cela a révélé au monde que la Russie n'est pas la puissance militaire efficace que l'on croyait. Première perte. L'humiliation d'avoir échoué à obtenir une victoire rapide. Je suis d'accord, c'est une grande perte pour la Russie. On l'a considérée comme une force militaire sérieuse. Et maintenant, qu'en reste-t-il ? Eh bien, ils n'ont que la bombe atomique, mais en tant qu'armée, en tant que puissance, il n'y a plus rien. La deuxième perte, bien plus importante, c'est que la Russie ne peut pas gagner. Cela peut sembler étrange, mais un pays agresseur qui ne progresse pas perd autant qu'un pays détruit par l'agresseur. C'est le problème de la Russie. Malgré toutes ses ressources et les hommes envoyés en Ukraine, elle n'a presque rien conquis. Au lieu de cela, chaque jour qui passe apporte plus de morts et plus de signes, indiquant que la Russie sera finalement obligée d'abandonner son objectif de priver l'Ukraine de sa souveraineté. Le 5e jour après le début de la guerre, j'ai dit que quoi qu'il arrive, en repoussant l'ennemi loin de Kiev, l'Ukraine avait gagné dans le sens où elle avait défendu sa souveraineté. À ce moment-là, je ne savais pas que Boris Johnson se précipiterait chez Zelensky et, au nom de Biden et des membres de l'Union européenne, exigerait de ne pas geler le conflit, mais de poursuivre la guerre. Ainsi, la Russie a obtenu une seconde chance, mais, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas su en profiter. Quel signe indique une défaite imminente de la Russie ? Commençons par les gains territoriaux minimes de la Russie,
que Kiev indépendant qualifie de désastreux pour la Russie en 2025. Rappelez-vous, c'était l'année où Poutine a lancé l'offensive d'été russe contre l'Ukraine. Au début de cette offensive, Poutine a déclaré pendant toute l'Ukraine est à nous, a écrit l'Atlantic Council le 2 septembre. Le président russe a déclaré « Nous pouvons anéantir les forces ukrainiennes ». En mars déjà, Poutine semblait sûr d'une victoire rapide de la Russie. Ou peut-être doutait-il, voire mentait-il encore à son peuple. L'offensive d'été est terminée et les chiffres sont connus. La cartographie ukrainienne et les données dites de Deep State, spécialistes du renseignement en sources ouvertes, révèlent qu'au cours de la grande offensive d'été, la Russie a conquis 1548 km², mais cela ne représente que 0,256% du territoire ukrainien. En sacrifiant 100 000 de ses soldats, la Russie a conquis 0,2% du territoire de l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle première victoire. Si l'on prend en compte toute l'année 2025, les chiffres commencent à apparaître encore pires. Du 1er janvier au 31 août, la Russie a perdu 210 000 soldats, par décès ou blessure. L'échec de l'offensive d'été a accru les pertes, déjà bien supérieures à ce que Poutine prévoyait en envahissant l'Ukraine. L'année dernière, selon Al Jazeera, la Russie n'a pu capturer que 4168 km², ce qui équivaut à 1609 miles², au prix de 427 000 de ses soldats. Seulement 637 000 militaires russes échangés contre moins de 1% de l'Ukraine. 637 000 militaires russes ont été perdus et 5 800 km² ont été capturés depuis février 2022. Au total, chaque soldat ou officier russe mort a rapporté à la Russie 9 mètres carrés de terre ukrainienne, de territoire ukrainien. Maintenant, nous pouvons facilement savoir combien de militaires Poutine doit sacrifier pour que la Russie s'empare de 100% de l'Ukraine. Il faut multiplier 637 000 perdus par le nombre de kilomètres carrés conquis et on obtient 63 millions de soldats. Je sais que vous direz qu'il n'est pas nécessaire de mettre un pays à genoux pour gagner. Conquérir 100% n'est pas nécessaire. Mais il faut au moins la moitié de l'Ukraine pour qu'elle se rende. Même ainsi, je doute qu'elle capitule. D'accord, admettons qu'il faille en prendre la moitié. Cependant, cela exigerait que la Russie sacrifie 3,65 millions de nouvelles recrues. Vous connaissez la vieille blague soviétique ? Le journaliste demande « Et votre cheval pourra-t-il manger 3 seaux d'orge ?» Le kolkhozien réfléchit et dit « Manger, elle pourrait, oui, mais qui va lui en donner ?» C'est aussi simple que ça. Où va-t-elle trouver 35,5 millions de soldats ? Eh bien, seulement si les Chinois envoient tout leur Hongweibing, même là. La Russie a déclenché une guerre d'usure qu'elle est en train de perdre. Bien sûr, Poutine ne veut pas que quelqu'un s'en rende compte. C'est pourquoi il ment. Le 30 septembre, Dargan a admis avoir été surpris en flagrant délit de mensonge. Tout a commencé lorsque le ministère de la Défense russe a publié une carte sur Telegram. Rien ne semblait suspect au départ. Le ministère affirmait que la carte montrait les acquisitions territoriales de la Russie depuis le début de 2025. Et bien que ces acquisitions supposées puissant être contestées, tout semblait tout à fait normal. Cependant, certaines personnes attentives ont remarqué que cette carte était tout sauf normale. La carte n'était pas moderne. En réalité, elle avait 50 ans. La carte montrait Siversk sous le nom de Yama, alors que ce nom n'est plus utilisé depuis 1973. D'autres problèmes concernaient en des noms de villes utilisés sur la carte, rejetés par la Russie, mais adoptés par l'Ukraine. Par exemple, Bakhmut était mentionné ainsi. Cela ne semble pas poser problème, non ? Pourtant, la Russie n'utilise plus ce nom, bien qu'elle l'ait fait auparavant, précise Dargans. Il a parfois utilisé ce nom dans des documents officiels. Associée à la question de Yama, cette utilisation de Bakhmut prouve que la Russie ressort une vieille carte. La Russie tente apparemment d'utiliser une vieille carte pour déformer ses conquêtes territoriales. Le ministère russe de la Défense a ruiné sa réputation avec une seule carte. Quelle serait la raison d'utiliser une carte aussi ancienne, si ce n'était pas une tentative de falsifier les données son ? Il est si possible que la carte utilisait d'anciennes frontières de la ville, qui n'existent plus, donnant l'impression que la Russie a conquis plus de territoire qu'en réalité.
Ou peut-être que la Russie utilise vraiment des cartes anciennes et ignore l'exiguïté du territoire qu'elle revendique. Pour être honnête, je pense qu'ils utilisent de vieilles cartes pour une raison très simple. L'argent destiné à en faire de nouvelles a été alloué, mais ils l'ont volé. La Russie pourrait bientôt avoir besoin d'une mobilisation. Montaigne a laissé entendre cela dans ses commentaires selon lesquels la Russie aurait pu épuiser ses dernières réserves cet été, ce qui signifie que Poutine devra chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Bien sûr, vous n'entendrez jamais le président de la Russie, dire cela. Mais une figure militaire américaine affirme qu'au Kremlin, on pense que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Il s'agit de l'envoyé spécial du président des États-Unis pour l'Ukraine, Kit Kellogg. Le 30 septembre, les médias United 24 ont rapporté les commentaires que Kellogg a fait lors de son intervention au Forum de la sécurité de Varsovie. Poutine sait au fond qu'il ne gagnera pas. C'est un combat perdu d'avance. À long terme, cela n'arrivera pas, a déclaré Kellogg. Il a ajouté que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes assombrissent encore cette perspective à long terme. Chaque frappe réduit la quantité d'essence et de diesel que la Russie peut fournir à ses troupes, vendre à d'autres pays et offrir à ses citoyens. Kellogg dit que toute action privant la Russie de pétrodollars est positive, car cela rapprochera Poutine de la prise de conscience à laquelle beaucoup de Russes sont déjà arrivés. La guerre en Ukraine est devenue imbattable pour la Russie. C'est Le terme approprié ? Impossible à gagner, c'est-à-dire, insensé et sans avenir. Et si la guerre ne peut pas être gagnée, cela signifie que la Russie a perdu. Le chaos intérieur guette Poutine, même quand des milliers de ses soldats meurent en Ukraine. Pour Poutine, tout est presque fini, car la Russie est sur le point de sombrer dans le chaos après que la guerre contre l'Ukraine se soit retournée contre le dirigeant russe. En réalité, je n'ai rien à ajouter à cela, si ce n'est que Poutine peut décider de geler la guerre, de rester sur la même ligne de front et de ne pas avancer. Parce que quand on avance, on se fait tuer. Oui, il essaie d'épuiser l'Ukraine et l'Occident. Avec les nouvelles intentions de Donald J. Trump, c'est une tactique. Sous-titre Dimatorzok. Rien ne lui apportera quoi que ce soit et cela jouera contre lui. À la prochaine.